Bienvenue sur le podcast de la TOC. Aujourd'hui, c'est rencontre avec Jean-François Loiseau, président de l'ANMF ou l'Association nationale de la meunerie française. Il s'agit de l'interview complète dont vous retrouvez des extraits dans le premier épisode du Moulin à Parole. Mais meunier, tu ne dors pas ? C'est parti. Et voilà. Ok. Jean-François Loiseau, bonjour. Vous êtes président d'Intercéréales, l'interprofession de la filière céréalière. Vous êtes aussi président de la coopérative céréalière Accéréales. Et en tant que président de l'Association nationale de la meunerie française, l'ANMF, donc vous défendez l'inscription des métiers de la meunerie dans une démarche filière. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que c'est d'être président de l'ANMF ? Bonjour. Être président de l'ANMF, c'est représenter les meuniers, les entreprises de la meunerie française qui sont adhérentes à l'ANMF, puisque l'ANMF est un syndicat professionnel qui rassemble des entreprises de toute taille, de toute forme juridique que ce soit, et ce sur l'ensemble du territoire. Et donc, être président de l'ANMF, c'est bien sûr une partie, on va dire, juridique, un peu exercice obligatoire, animer des conseils d'administration, réunion d'assemblée générale avec des protocoles assez officiels. Mais c'est avant tout être au contact des meuniers, aller les voir sur place, ce que je fais, pas assez. Être vraiment leur représentant au vu des enjeux un petit peu de qualité des produits, de compétitivité et d'innovation. Et puis promouvoir ce métier qui est un métier très noble et qui a la particularité d'être à la croisée des chemins, ou plutôt le trait d'union entre le blé, le champ de blé et les produits que l'on trouve dans les boulangeries, quelles qu'elles soient, principalement bien sûr le pain. Donc c'est vraiment un métier d'ambassadeur, de promoteur de cette très belle profession. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous faire un petit état des lieux de tous les types de moulins et de meuniers, donc par conséquent, puisqu'il me semble qu'il y a des tailles très très différentes dans ce secteur. Oui, alors effectivement, il y a à peu près 275 unités ou entreprises qui sont adhérentes à l'ANMF. Et l'ANMF représente à peu près 95% de l'ensemble de la farine fabriquée en France. Il y a des moulins qui ne sont pas adhérents à l'ANMF et c'est pas un problème. Le principal, c'est de promouvoir la farine. Alors, des moulins, il y en a de toute taille et ils sont classés. En tout cas, nous les classons à l'ANMF de façon à tous les respecter et de façon équitable. En tout cas, dans la gouvernance. C'est ainsi qu'à l'Assemblée générale et au Conseil de l'ANMF, l'ensemble des moulins avec 3 niveaux de représentation, les moulins dont la production de farine est inférieure à 40 000 tonnes, les moulins dont la production de farine se situe entre 40 et 200 000 tonnes, et les moulins dont la production de farine se situe au-dessus de 200 000 tonnes. Et donc, nous avons organisé depuis maintenant 2 ans, 2 petites années, une nouvelle gouvernance de façon à ce que ces différentes tailles de moulins puissent être représentées. Ainsi, les petits moulins qui font 40 000 tonnes et moins de 40 000 tonnes sont tous représentés par région. Il y a 13 régions administratives en France. Eh bien, il y a dans chacune de ces 13 régions un moulin, une entreprise de moins de 40 000 tonnes qui siège au Conseil de l'ANMF. Donc 13 régions, 13 entreprises, donc 13 administrateurs. Ensuite, nous avons les moulins de 40 à 200 000 tonnes. Donc, c'est des entreprises... alors, j'ai pas dit, ces entreprises de moins de 40 000 tonnes, elles sont très familiales. Très. Donc, il y a des tout petits moulins avec 1 ou 2 salariés. Puis, vous avez des moulins qui ont 7 ou 8 salariés. Elles sont très familiales. Elles travaillent beaucoup sur ce que l'on appelle le segment de la boulangerie artisanale, c'est-à-dire les boulangers un peu qui sont dans des rayons d'action assez proches. Elles travaillent pas mal en filière. Elles travaillent, ces entreprises, avec des chartes de qualité et avec un peu la spécificité de représenter la région ou le terroir.
la Bretagne, le Sud-Ouest, Auvergne, toutes les régions. Donc il y a une espèce d'identification, et dans chacune de ces régions, il y a des particularités. Quand vous êtes en périurbain, vous n'avez pas les mêmes préoccupations que lorsque vous êtes là-bas en Bretagne ou en Auvergne ou dans le Sud-Ouest, etc. Ensuite, comme je le disais, vous avez la tranche intermédiaire, donc des moulins qui fabriquent entre 40 et 200 000 tonnes de farine. Donc il y a à ce jour 12 entreprises en France. Donc ce sont là aussi des entreprises plutôt familiales, très bien structurées, qui travaillent sur le segment de marché, comme je le disais, pour les moins de 40, de la boulangerie artisanale, mais aussi sur ce que l'on appelle les industries utilisatrices, sur les chaînes de magasins. Et ce sont des moulins qui ont plutôt un segment de volume entre... Le gros de ces 11 tourne entre 60 et 130 000 tonnes. Ce sont de très belles entreprises qui rayonnent d'ailleurs sur plusieurs départements et même quelquefois sur plusieurs régions. Ces entreprises ont un ou plusieurs moulins, c'est-à-dire en bâtiment, unités de transformation. Elles sont très innovantes et elles ont à cœur de transmettre, un peu comme les petits moulins, l'outil toujours à une descendance. Donc il y a cette notion un peu de génération. C'est une vraie marque de fabrique, et ces moulins ont des noms, des noms de famille historiques qui sont très connus en France. Et ensuite vous avez alors de ces 12 moulins, nous en avons 6 présents au conseil d'administration. D'accord ? Et ensuite, nous avons la troisième catégorie. Ce sont donc ces moulins ces entreprises qui fabriquent plus de 200 000 tonnes de farine. Donc, en l'occurrence, elles sont 4. Elles rayonnent sur tout le territoire, quelquefois même à l'export. C'est une de leurs particularités. Elles travaillent tous les segments de marché, la boulangerie artisanale, les chaînes de boulangerie, ce que l'on appelle les industries utilisatrices. Donc, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, je précise, ce sont ces industries qui utilisent la farine et qui font des fonds de tarte, des galettes, des croissants, de la viennoiserie d'une manière générale, des pâtes à pizza, etc., etc. Et donc c'est un segment de plus en plus important. Et puis il y a aussi le gros segment, enfin le grand, je devrais pas dire gros, segment de la grande distribution avec deux petites antennes. Ce que l'on appelle la farine de labo, c'est-à-dire vendre de la farine aux enseignes qui elles-mêmes fabriquent le pain, qui est pas toujours bon, je le dis quand même, et vendre de la farine en sachet. Bon, et c'est un sujet qui était très Covid l'an dernier. Et ce segment, il est petit, et heureusement, parce que la pression de la grande distribution est tellement insupportable qu'elle ne rémunère pas correctement les meuniers. Donc ces 4 entreprises, elles sont coopératives ou familiales, et elles siègent aussi au conseil d'administration, et les 4 sont présentes au conseil. Mais dans l'équilibre général de la gouvernance, il n'y a pas une des tranches qui a le pouvoir sur les autres et qui domine les autres. Malheureusement, il y a eu des difficultés avant qui étaient liées un peu à une gouvernance qui n'était pas équilibrée, équitable. Aujourd'hui, les choses sont très claires, très correctes. Donc voilà un petit peu la répartition. Et ce qui est à noter, c'est que quel que soit, et moi j'insiste beaucoup et très régulièrement, quelle que soit la taille du moulin, qu'il soit petit, qu'il soit dans le fond de la Corrèze ou que ce soit une entreprise de très grande taille qui va aussi à l'international et qui rayonne sur plusieurs régions, nous avons à cœur à l'ANMF de promouvoir le métier du meunier, le produit, la farine, qui est un produit d'excellence, parce que sans bonne farine, il n'y a pas de bon pain, il n'y a pas de bon fond de tarte, de bons gâteaux, et de promouvoir un peu les savoir-faire. C'est pas un sujet de taille, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et donc voilà, c'est un peu ce qui fait ce qui fait la particularité de la ANMF, et c'est pourquoi je crois pouvoir dire que mes collègues et moi sommes très heureux de nous retrouver à l'ANMF. Alors donc vous avez parlé du côté familial.
Donc c'est une question de transmission. Est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé, de voir en fait que ça se transmet de père en fils? Est-ce que c'est un bonus en fait, parce qu'il y a une école de meunerie qui existe? C'est un avantage, c'est presque un prérequis en fait de venir d'une famille de meuniers. Comment ça se passe désormais? Alors, ce qui fait moi je pense la force et vraiment l'excellence de l'agroalimentaire en France, que ce soit dans le végétal ou dans l'animal, mais beaucoup dans le végétal. Et quand je dis le végétal, ça peut être issu des grandes cultures comme blé, farine, mais les légumes, de l'arbo, etc. C'est qu'il y a énormément d'entreprises familiales. Énormément. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, je suis issu du monde coopératif, puisque, comme vous le savez, je suis président d'une coopérative agricole qui s'appelle Accéréal, qui est une activité de meunerie. Mais bien qu'étant issu du monde coopératif et je promeus les valeurs coopératives, je trouve tout à fait remarquable la façon dont ces entreprises familiales travaillent, développent et transmettent l'outil vers leurs enfants ou d'autres. Et il y a une particularité, la particularité des entreprises familiales, c'est qu'elles investissent avec leurs fonds propres, leur argent. Et donc elles prennent des risques. Alors, quand on travaille dans d'autres entreprises de la bourse, du CAC 40 ou même coopératives, on travaille de façon un petit peu plus large, mutualisée. Mais une entreprise familiale a cette particularité, c'est que là, en l'occurrence, le moulin, il appartient à la famille. Il appartient à la famille depuis 2, 3, 4, 6 générations. Et donc, au-delà du business en lui-même, il y a des valeurs très fortes qui se transmettent. Et c'est pour ça que, effectivement, il y a une école de meunerie en France. Il y a des écoles, même au-delà de la France, d'amélioration du métier, de spécialisation dans les métiers qu'il y a à l'intérieur du moulin. Mais le fait de transmettre un outil à ses enfants avec des valeurs fortes autour de la qualité, autour du travail en équipe, du respect des femmes et des hommes qui travaillent, de l'intérêt à assurer la continuité auprès de clients, la qualité auprès des clients, d'être proche des clients, font que ces entreprises familiales dégagent quelque chose de très fort. Et moi, je pense, pour avoir la chance de croiser un peu beaucoup d'entreprises du monde agroalimentaire, au-delà de la meunerie, que c'est une particularité française. Alors, ça se fait pas mal en Europe, mais une particularité française qui doit être vraiment reconnue. Pour moi, c'est une vraie valeur. On peut quand même rentrer dans un moulin familial. Oui. Ah, mais attendez, dans un moulin, il y a des dizaines de métiers aujourd'hui. Alors, lesquels, par exemple? Je les connais pas tous. Non, je me doute bien. Mais vous avez des métiers autour de, déjà le grain. Le grain, il arrive dans le moulin, il est trié, il est nettoyé, il est stocké. Donc vous avez déjà des métiers autour de l'analyse du grain, du triage. Vous avez des métiers autour du stockage. Ce grain, il est analysé. Donc il y a une partie labo. Donc vous avez des gens spécialisés qui font du travail de laboratoire, d'analyse d'impureté, d'analyse de qualité, éventuellement de mycotoxines ou que sais-je. Donc il y a tout ce genre de travail autour de la qualité. Après, il y a tout le process d'humidification du grain. Vous avez après le process d'écrasement du grain. Le grain, il est écrasé en mouture, et ensuite il y a tous ces filtres, les blanchistères, etc., pour arriver à cette farine de plus en plus pure. Et en fonction des clients, en fonction des valorisations, et j'insiste pour parler de valorisation plutôt que de débouché, je le répète 100 fois, de valorisation parce que c'est un produit d'excellence. Eh bien, la farine sera de plus en plus claire. Elle aura des ajouts particuliers pour tel type de pain, tel type de pain. Donc là, vous avez plein de métiers pour faire déjà ce job. Après, vous avez les métiers de transport, de stockage. Quand vous mettez la farine en big bag, ou la farine dans une citerne, ou la farine dans un sac de 25 kilos, sac de 5 kilos, vous avez des métiers de conditionnement. Vous avez après les métiers du commerce.
faut aller vendre la farine. Donc vous avez un peu de marketing, vous avez un peu de packaging, donc imaginez des couleurs, des noms, des formes, des dessins, des photos, j'en sais rien, il y a plein de choses. Donc vous avez plein de métiers autour de ce sujet-là, de marketing, de promotion. Vous avez des meuniers qui font des salons. Il y a pas longtemps, il y avait le CIRA, le fameux salon très connu, très qualitatif à Lyon. Vous voyez tous ces meuniers qui sont là, ils amènent des étiquettes, ils amènent du pain, ils promeuvent un peu leur farine. Donc il y a plein de métiers qui tournent autour. Après vous avez le commerce. Donc selon que vous êtes vendeur de farine vers la boulangère artisanale ou la grande distribution, vous n'avez pas le même type de profil. Donc vous avez des métiers après d'expédition, de contrôle. Après il y a quelques métiers assez intéressants au passage, c'est-à-dire se faire payer, mettre des factures, recevoir l'argent. Puis c'est des problèmes de je sais pas moi, de non-paiement, faut aller chercher l'argent. Administratif. Et je suis sûr que j'oublie des métiers, des métiers juridiques. C'est une entreprise comme une autre. Elle a un produit spécifique, mais c'est une entreprise avec plein de métiers. Et c'est ça qui est bien, moi je trouve pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, c'est que la meunerie, la farine, c'est l'alimentaire. Et donc c'est plutôt intéressant de promouvoir l'alimentaire qui fait du sens. Ces meuniers-là, tous ces meuniers, quelle que soit leur taille, ils essaient de monter des filières. Donc ils essaient de travailler avec des agriculteurs, avec des coopératives. Ils essaient de travailler avec des clients un peu en chaîne pour raconter une histoire. Où on parle beaucoup aujourd'hui de neutralité carbone, on parle beaucoup de cahier des charges, de labels, de critères spécifiques. Voilà, donc vous avez aussi des gens qui travaillent sur ces sujets-là dans les moulins. Donc il y a plein de métiers qui doivent être extrêmement attractifs pour les jeunes. Et, en tout cas, c'est quelque chose que l'on va énormément promouvoir au sein de l'ANMF. Parce qu'on voit déjà en boulangerie, on commence à remarquer que les sacs de farine traînent un peu plus face aux clients, de façon à ce qu'il y ait une forme de transparence sur l'origine de la farine, ce qui n'était pas le cas avant. Donc maintenant, les gens sont un petit peu plus sensibles à un nom, en fait. Tout simplement, peut-être pas forcément, des fois c'est le nom d'un moulin, parfois c'est le nom de l'agriculteur qu'on voit apparaître. Mais ça reste quand même un métier mal connu. Pourquoi c'est encore mal connu ? Pourquoi on n'arrive pas à se dire, alors que c'est une évidence, que le métier existe, et en plus depuis très longtemps, pourquoi il est pas autant à la mode encore que d'autres, alors qu'il y a un côté assemblage, il y a un côté presque aussi noble que celui d'œnologue. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors non, mais là vous mettez vraiment le doigt sur le sujet, moi, que je trouve très intéressant. Parce que effectivement, ce métier était, ça commence à changer, je sais pas pourquoi, était plutôt mal connu. Parce que, et ce n'est pas du tout une critique, il y avait cette facilité d'aller du champ de blé jusqu'à la boulangerie. Il dit voilà, le boulanger, il fait du pain avec du blé. Non, il fait pas du pain avec du blé, pas du tout. Parce que le blé, il est cultivé, il faut qu'il soit cultivé dans de bonnes conditions. On peut y revenir si vous voulez. Ensuite, il va chez un organisme stockeur, que ce soit une entreprise familiale ou une coopérative, peu importe. Il y a un travail de nettoyage du grain, de triage du grain, de qualification du grain. Il y a un travail qui tourne autour du stockage du grain et avec ces fameux programmes sans insecticides de stockage, c'est-à-dire une conservation naturelle, donc soit par du froid, soit par de la ventilation, soit par ce qu'on appelle du transilage, c'est-à-dire en fait vous déplacez le grain d'une cellule à une autre, d'un bac de stockage à un autre bac. Et donc ça, c'est un travail dans les organismes stockeurs qui est très très important, extrêmement important. Et ensuite, l'organisme stockeur, il discute avec son meunier pour éventuellement préparer plusieurs variétés. Donc les variétés arrivent séparément chez le meunier, et le meunier fait, comme vous dites, comme l'œnologue, il fait de l'assemblage. Le meunier, il est un peu assembleur. Donc il a un travail très qualitatif sur la pureté de la farine, et il a un travail en même temps d'assembleur. Et puis ensuite, le meunier, en fonction de ce qu'il propose à son client boulanger ou réseau de boulangerie ou autre, eh bien, il peut faire différentes recettes de farine, comme je le disais à l'instant d'assemblage. Ils mettent des graines, un peu d'ingrédients, etc., etc. Et donc, ce métier, il était mal connu parce que, comme je le disais, il était pris entre le tas de blé et puis la boulangerie ici dans le coin du 8e. Mais on voit pas qu'au milieu, il y a ce travail d'OS et puis surtout ce travail de meunier. Et effectivement, le meunier, c'est un métier noble et le produit, la farine, c'est un produit d'excellence. Si vous avez une farine impropre, je vais pas dire de gros mots, on dit pas de gros mots, pas bonne, en qualité et surtout qui présente
des impuretés impropres à la consommation. On parle beaucoup d'allergies, on parle beaucoup de mycotoxines. À l'heure où il faut supprimer toutes les protections, moi je suis plutôt d'accord pour diminuer au maximum les protections chimiques, la protection des plantes, mais c'est comme pour la santé humaine. Il en faut de moins en moins de protection chimique, mais il faut une combinaison. Il ne faut pas passer de tout au rien. Il faut une combinaison. Et dans la combinaison de protection, il faut des solutions biologiques, des solutions génétiques, des solutions techniques, mécaniques, quand on fait du triage, et aussi quelquefois des solutions biologiques, des solutions chimiques, exactement comme pour la santé humaine. Nous consommons de moins en moins d'antibiotiques, de plus en plus d'autres choses, mais de temps en temps, il faut quand même un petit truc parce qu'il faut aller tuer une cellule qui est destructrice. Donc le grain, il est pareil, et quand il arrive chez le meunier doit veiller à tout ça. Et donc c'est un métier que nous allons remettre, je dirais, sur la table, sur la paillasse, sur le comptoir, en montrant et en décrivant un peu toutes ces étapes qui font que pour arriver à une bonne baguette, même si les savoir-faire sont inscrits comme nous l'espérons tous demain au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour faire une bonne baguette, il faut un bon boulanger, ça c'est une évidence, mais il faut un très bon meunier, parce qu'il faut une farine exemplaire. Donc voilà, nous avons mis en place une communication au sein de l'ANMF autour du métier, des métiers, on les a rappelés tout à l'heure, et du produit, la qualité du produit, l'excellence de qualité du produit et qualité sanitaire. Et la confiance qu'on peut avoir dans le produit qui est français. Mais exactement. Et c'est pour ça que c'est plutôt une bonne idée de mettre en devanture des boulangeries des sacs de farine. Pourquoi pas avec le nom du moulin, pourquoi pas le moulin, pourquoi pas les principales de l'itinéraire qualitatif, du champ de blé jusqu'au pain, en montrant un peu le travail du moulin. Enfin, il y a plein de choses à montrer comme ça. Vous voyez, nous avons aussi l'objectif d'ouvrir les moulins. Il y a quelquefois des entreprises qui ouvrent leurs portes pour montrer aux consommateurs, aux citoyens, aux familles, ne serait-ce que les familles des employés des équipes qui travaillent, ne serait-ce que ça, pour montrer ce qui se passe à l'intérieur. Moi, j'aime pas tellement le mot transparence parce que j'ai l'impression qu'il faut se justifier devant un tribunal tous les matins, mais être assez sincère. Voilà, tiens, voilà ce que je fais, voilà comment je travaille. Et puis être fier de son métier. Et être fier de son métier. Mais dans un moulin, c'est pareil. Et ça redonnera un petit peu plus de valeur. Mais il faut que nous parlions de la farine. Et nous le ferons, nous commençons à le faire, et nous le ferons de plus en plus. Je peux juste poser une question. Oui. Ça ne me dérange pas. Il y a juste une précision que je voudrais avoir. C'est le meunier, vous avez parlé des organismes de stockage. C'est le meunier qui va chercher le blé à l'organisme de stockage ou c'est l'organisme de stockage qui ramène le blé? Ça, c'est une bonne question aussi. Ah, pardon de ne pas avoir posé, merci Flavien. Vous voulez que je réponde dans le... Non, comment vous voulez faire? J'y vais comme ça, là, je vois. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a ce qu'on appelle des courants d'affaires réguliers tous les ans. Et donc, les meuniers, ils ont besoin tous les ans de blé. Et donc, ils frappent, ils téléphonent auprès des organismes de stockeurs de leur région. Et en même temps, auprès des organismes de stockeurs qu'ils connaissent, parce qu'ils savent que dans telle région, il y a tel type de blé qu'on peut aller chercher. Vous voyez, une année comme cette année, c'est une année où il y a des problèmes d'hétérogénéité de qualité. Il y a des zones sur la France sur lesquelles les blés sont pas de la qualité idéale. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de bonne qualité, mais ils n'ont pas la qualité vraiment requise. Eh bien, les moulins vont aller un petit peu plus loin que leur approvisionnement habituel. Donc, il y a un contrat commercial qui se passe entre l'acheteur, le meunier, et le vendeur, l'organisme stockeur. Soit l'organisme stockeur, dans le contrat commercial, a prévu d'apporter le blé jusqu'au meunier, soit c'est le meunier qui vient chercher le blé auprès de l'organisme stockeur. Donc si vous voulez, c'est un courant un peu de connaissances régulier qui se fait avec l'ensemble des clients. Alors quelquefois, il arrive que pour des raisons commerciales, pour des raisons de logistique, pour des raisons de qualité, il y a rupture du contrat. La qualité n'est pas au rendez-vous, l'an prochain, je t'en prends pas. J'ai un problème logistique, t'as pas pu résoudre ce problème, l'an prochain, je viens pas. En général, il y a plutôt de la confiance dans nos métiers. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un grenier à blé en mode survie, si jamais il y a un gros problème ou si ça advenait? Mais c'est très intéressant cette question parce que la France, allez, on va dire depuis 10 ans,
produit à peu près 36 à 40 millions de tonnes de blé tendre par an. La production globale céréalière, c'est 70, vous avez à peu près la moitié de blé tendre. Alors, il y a des années rares où la production se situe à 40-42. Il y a des années rares où la production se situe à 28-30. Cette année, nous allons produire, alors quand je dis cette année, c'est récolte 21, d'accord ? Je n'ai pas le chiffre très précis, mais je crois qu'on doit être autour de 35-36 millions de tonnes. Donc plutôt dans la moyenne. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en général, sur ces 38 millions de tonnes, la moitié est utilisée en France, l'autre moitié part en dehors de la France. Et pour cette autre moitié qui part en dehors de la France, chez des clients, vous en avez à peu près, là encore, on coupe en deux, un quart, donc la moitié de la moitié, qui va en Europe. Allemagne, Espagne, Italie, Angleterre, Grèce, Belgique. Vous avez l'autre moitié qui part sur ce qu'on appelle les pays tiers. Alors les pays tiers, c'est principalement, de moins en moins, mais c'est principalement toujours les pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie, l'Égypte, trop peu. Vous avez ce qu'on appelle un peu l'Afrique de l'Ouest. Et ça va se développer de plus en plus. Puis vous avez des pays comme vous avez Cuba, vous avez la Chine, vous avez quelquefois quelques pays du Moyen-Orient. Rares, mais vous avez quelques pays comme ça. Donc dans une année à 40 millions de tonnes, tout le monde est satisfait. Bon. Le deuxième sujet qui arrive au-delà de la production, on l'a dit tout à l'heure, c'est la qualité. Donc quelquefois, il n'y a pas forcément tout en très grande quantité. Mais en blé tendre, on a ce sujet-là. Quand vous avez par exemple une année comme 2016, où la récolte a été plutôt autour de 29 millions de tonnes de blé tendre, eh bien les clients français internes, excusez-moi de dire ça, ont plutôt été approvisionnés. Principalement les meuniers, les fabricants d'aliments du bétail, les amidonniers, etc., etc. Ensuite, il y a eu un petit peu d'arbitrage entre l'Europe et le grand large, les pays tiers. Alors, il y a eu un petit peu moins d'export vers certains pays peut-être de l'Afrique de l'Ouest, vous voyez. Mais on peut dire que les utilisateurs en France ont plutôt été bien servis, normalement. J'insiste, il y a toujours ces sujets de qualité qui peuvent quelquefois un peu biaiser le sujet. Mais il faut que nous ayons une vraie politique agricole ambitieuse pour continuer à produire. Il y a ce discours, alors je ne veux pas dire que c'est un discours de décroissance, mais il y a ce discours en Europe et en France qui dit, voilà, on produit beaucoup trop, comme on produit beaucoup trop, faut exporter, ça coûte cher, faut mettre des camions, finalement c'est pas intéressant, on n'a qu'à tout faire en local, on va se refermer sur soi-même. C'est très français, nationaliste. On va se resserrer. Eh bien non. Il faut produire beaucoup plus qu'avant. Parce que il y a des clients consommateurs en France et dans le monde entier. Et nous avons la chance en France d'être sur un pays agricole important qui a bénéficié de 80 ans d'investissement. Ce n'est pas le cas dans les pays d'Afrique ou d'Asie ou du Moyen-Orient. Et donc, il faut continuer à produire. Alors, dans des conditions, comme on le disait tout à l'heure, moins chimiques qu'auparavant, mais un peu plus d'autres choses. Et cette idée qui consiste à dire faut produire est une idée, moi, je trouve, qui est négative et qui est même destructrice. Mais si nous avons des politiques, et pour répondre très précis, mais j'ai voulu faire un petit peu ce petit chapeau, si nous avons des politiques, des décisions prises par ces femmes et ces hommes politiques qui ne connaissent rien à la culture et à l'alimentation, et qui ne font que de la politique et qui ne parlent que pour eux, nous pouvons avoir ce risque. Vous savez, il y a des mouvements aujourd'hui qui expliquent qu'il y a trop de tout. Moi, je crois qu'il n'y a pas trop de tout, non. À 2 heures de Paris, vous avez des gens. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du bénéf et de la gratte sur ces gens-là, mais vous avez des pays dans lesquels il n'y a pas assez de terre. Vous avez des pays dans lesquels de terres cultivables, dans lesquels les gouvernements pensent à eux avant de penser à la population. Alors, je veux dire, faut pas être philanthrope, c'est pas ça le sujet. Mais il faut faire du co-développement. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à produire en France avec des technologies de plus en plus vertes. Mais il faut produire de la qualité pour tous nos clients consommateurs citoyens, en France, en local, de façon nationale et de façon internationale. Ce serait un truc de dingue que de se rendre compte un jour qu'en France, on a 2 années de manque et plus de stock. Alors, faut pas 6 mois de stock, parce que ça coûte très cher. Il y a un peu de finance, tout ça. Mais il nous faut ce stock régulier de façon à alimenter ces clients, ces marchés
dont nous avons besoin. Derrière, il y a de l'emploi, faut pas l'oublier. Hein. Produire du blé, transformer du blé en farine, qualifier la farine pour qu'elle soit excellente vers des boulangers, mais tout ça, ce sont plein d'emplois. Ce sont de très beaux emplois. Donc oui, plutôt à une production très qualitative et évitons plutôt une gestion de stock à la demi-semaine pour des raisons complètement ridicules de stock, de finances et de décroissance. D'accord. Et alors, je voulais juste revenir sur, quand on parlait du meunier, du rapport qu'il a avec le boulanger, etc., il y a une diabolisation du gluten et le sans gluten est absolument à la mode. C'est presque dommage qu'il n'y ait pas eu une défense un peu du secteur ou de la filière pour expliquer exactement ce qu'est le gluten, dans quelle mesure il est nocif et que ce n'est pas forcément le pain celui qui a blâmé, puisqu'il y a des méthodes pour faire du pain qui ne fait pas souffrir, en tout cas de maladies ou de problèmes gastriques à cause d'un gluten trop puissant. Voilà, je voulais savoir un petit peu comment il serait possible en fait de communiquer, peut-être main dans la main entre meunier et boulanger pour expliquer l'importance du levain, l'importance de la farine au démarrage. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire en fait? Vous avez raison. Nous manquons peut-être tous de bonne communication, mais c'est général. Il y a. Faut pas être au four et au moulin. Ça c'est excellent. En général, c'est moi qui fais ce genre de vanne. Eh ben voilà, je vous ai devancé. Là, je suis devancé. Bon, le gluten, pour 98% de la population française, 98% ne pose aucun problème. Tout à fait. Alors peut-être que pour 5, 10, 15, 20, quand il y a des périodes un peu d'euphorie, on explique qu'il y a une allergie au gluten. Et il y a un terme très précis donc pour les gens qui sont très allergiques au gluten et qui peut leur provoquer de vraies sensibilités, de vraies maladies, de vrais problèmes de santé. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a une filière où il y a du sans gluten, où on explique... Et l'idée, c'est qu'on rassure le consommateur et on rassure surtout la personne qui est sensible. Il y a quand même eu, dans le cadre de la filière céréalière, au sein de la filière céréalière, de Passion Céréales à l'époque, beaucoup d'informations sur le gluten, sur le bon gluten. Le gluten, c'est une protéine, hein, en fait. Oui. Dans le blé, vous avez une partie protéine et une partie amidon. La protéine, c'est très important pour la tenue du pain, l'élasticité, ses qualités aussi nutritionnelles, excusez-moi. L'amidon, ce sont en fait des sucres qui peuvent être utilisés pour faire ensuite des isoglucoses, des biocarburants, des matériaux non alimentaires, etc., etc., etc. Donc le gluten est absolument indispensable pour faire du pain de qualité. Il y a des filières sans gluten, les collecteurs, les meuniers, les boulangers identifient et séparent complètement les sujets de sensibilité au gluten pour les consommateurs. Alors peut-être qu'il y a jamais assez de bonne communication, vous avez raison. Mais la bonne communication, c'est à double détente. Il y a évidemment l'émetteur qui doit expliquer, faire de la pédagogie, être assez ouvert. Puis il faut aussi que le récepteur soit à l'écoute. Hein, si le récepteur n'est pas à l'écoute et puis assène des vérités sans éventuellement écouter ce que pourrait dire un scientifique, un nutritionniste, un meunier, etc., etc., je dirais que le sujet il est clos d'avance. Hein. Donc c'est un sujet qui est de moins en moins sur la scène. Oui, il est bien traité de façon nutritionnelle. Les circuits de fabrication et logistique sont de plus en plus clairs, protégés. Et aujourd'hui, il y a le consommateur a et peut et a complètement confiance dans le réseau de distribution d'un pain sans gluten ou d'autres produits céréaliers. Donc parfois le pain, des pains qui sont classiques sont en fait très faibles en gluten. Au final. Mais bien sûr. C'est ça bien parfois que mais c'est un constituant naturel du grain de blé et depuis toujours. À ceux qui nous disent que les variétés anciennes, il y avait déjà ces sujets. Et sincèrement, entre nous, il y a 40 ou 50 ans,
je ne sais pas si on faisait des analyses pour savoir si les personnes qui se sentaient mal avaient une allergie au gluten. Moi, à mon avis, on expliquait qu'ils se sentaient mal parce qu'ils avaient trop bu, trop mangé, que peut-être que la viande était impropre parce que justement, il n'y avait pas ces problèmes de conservation, il n'y avait pas de frigo partout, etc., etc. On n'allait pas voir si c'était le gluten. Donc je pense qu'il faut être assez modeste sur ces sujets-là. Et les variétés de blé aujourd'hui doivent faire l'objet d'une sélection très précise. Et puis de toute façon, il y a des choix. La meunerie recommande des variétés en collaboration avec le CTPS pour qu'on soit sur ces sujets de qualité. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que Deuxième question. c'est quoi les CTPS? Alors, c'est pas une bonne question. C'est une très bonne question. Le CTPS, en gros, c'est le comité technique de sélection des variétés. Donc, c'est un comité qui rassemble toute la filière, tous les professionnels, tous les utilisateurs, qui travaille sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la DGL, et donc qui permet de promouvoir, de certifier des variétés, alors réglementation française, qualifiées pour tel et tel type de critères. Alors vous avez des critères quantitatifs, rendement, vous avez des critères résistance aux maladies, des critères qualitatifs. Bon, après, il peut y en avoir d'autres, j'ai pas tout en tête, mais... Pour juste commenter ce que vous disiez avant, il y a une espèce d'exception pour le pain. Alors je parle de la boulangerie traditionnelle, artisanale, etc. Mais c'est le seul endroit quasiment où les gens vont faire l'effort en fait de ne pas acheter. Enfin, ils vont aller au supermarché, ils vont acheter plein de choses au supermarché, mais le pain, ça reste quand même un endroit d'exception où on se déplace. C'est vrai que c'est là où je trouve qu'il y a un potentiel en fait de dire vous êtes venu jusqu'à moi, je prends le temps de vous expliquer des choses en fait. Ouais. C'est juste ça qui mériterait d'être. Le pain, c'est un produit à part. Enfin, c'est certainement un produit. Alors, il y a plein de sociologues, d'historiens, d'anthropologues, de boulangers, de meuniers. Il y a plein de gens qui en parlent. C'est un produit particulier. Alors, il y a une connotation très religieuse, historique, on le sait, et c'est très bien. Et en même temps, de par la fabrication française, c'est un produit à part. Il n'y a pas les mêmes pains dans d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais la fameuse baguette, le pain bien cuit, maintenant le pain avec d'autres mélanges en plus de la farine, vous avez de blé, vous avez peut-être de la farine d'autres céréales. En plus de la farine de blé, vous avez des graines d'autres plantes. Enfin, c'est absolument génial. Et c'est vrai que chez le boulanger, il y a une espèce de lieu un peu mythique. On vient chercher le pain. Pendant le Covid, il y avait des queues de 20 ou 30 mètres pour aller chercher du pain le dimanche. Enfin, voilà. Enfin, c'est un produit qu'on essaie d'acheter le plus frais possible. On le congèle, mais on n'a pas trop envie de le congeler. Bon, je vais pas faire de critique, mais un peu quand même. Les pains vendus dans la grande distribution, il y en a il y en a de bons. Je vais pas dire de très bons. Il y en a de bons. Il y en a de bons. Il y en a surtout de pas bons. Mais ils ne racontent pas une belle histoire. Le pain vendu dans une boulangerie, avec tout ce travail en amont fait par le meunier, c'est une histoire que l'on vend. Ça fait du sens. On raconte une histoire quand on vend du pain dans une boulangerie. Et surtout aujourd'hui, les gens aiment qu'on leur raconte des histoires. Mais oui, puis une belle histoire. L'alimentation, c'est une belle histoire. Protéger la terre, les hommes, la biodiversité, ce sont de belles histoires. C'est ça qui doit faire du sens. Et c'est tout le message un peu que l'on va promouvoir dans la filière céréalière. D'accord. Et je ne veux pas faire de jeu de mots trop nuls. Le deuxième. Ouais. C'est beaucoup pour une après-midi. Ça fait beaucoup, et surtout celui-ci, il est vraiment pas de très haut niveau. Allez-y, voir. C'est concernant les femmes, à part la Sol qui est meunière, est-ce qu'il y a des meunières dans le secteur? Est-ce que comme le boulanger, on dit la boulangère, finalement c'est la vendeuse souvent. On oublie que elle peut être aussi fabricante de pain. Et alors pour faire le lien avec votre première vanne, la Sol elle peut être au four. Oui. Et ça fait lien avec donc, le four du boulanger. Mais les femmes, vous voulez dire quoi? Les femmes? Les femmes, oui. Est-ce qu'il y en a dans le métier de la meunerie? Oui, non, mais c'est ça pour ça. il faut faire attention parce que ça va devenir un sujet d'actualité politique. Moi, des femmes, il y en a dans tous les métiers, et de plus en plus dans des métiers pour lesquels il y avait peu ou pas de femmes il y a 15 ans. Bon, il y a des lois qui ont été passées, je vais pas juger.
Enfin, moi, je considère que parler de quotas, oui, non, il n'y a rien de plus, mais irrespectueux. Mais d'un autre côté, il faut aussi être dans le mouvement. Je veux dire, quelles que soient les personnes que nous sommes, ce qui compte, c'est la qualité, la compétence. Et les femmes aujourd'hui, dans les métiers de l'alimentaire, sont très présentes. De plus en plus, c'est très présente. Alors, de plus en plus, certainement dans le commerce, de plus en plus dans le marketing, de plus en plus dans les analyses de laboratoire, hein, dans les RH, tiens, là on n'a pas parlé, parce qu'on se dit, tiens, ce sont plutôt des métiers de femmes, mais vous avez de plus en plus de femmes qui conduisent des camions, vous avez des femmes qui dirigent des entreprises de meunerie, il y en a à l'NMF, vous avez des femmes qui dirigent des organismes stockeurs, là où on récolte le blé des agriculteurs. Vous avez des femmes qui président des entreprises coopératives. Vous avez des femmes agricultrices. Bon, mais c'est excellent. Enfin, je veux dire, je sais pas, parce que je voudrais pas faire d'impair, mais pour moi, c'est tellement naturel. Dans le monde, il y a à peu près moitié homme, moitié femme. Bah voilà. Il faut qu'il y ait cette répartition normale et non pas des chasses gardées d'hommes ou de femmes. Enfin, ça, c'est le monde d'hier. Non, faut être. Les femmes, elles ont certainement cette qualité d'être très précises, très techniques. Je pense qu'elles sont en règle générale bien supérieures, parce que ces 20 dernières années ou 30, ou peut-être même avant, on leur a pas forcément laissé des places faciles. Donc quand elles sont arrivées, c'est qu'elles étaient largement meilleures que les hommes. Aujourd'hui, c'est le sujet de la compétence, de l'intérêt, de la passion. Enfin, ce qui doit être intéressant, c'est d'avoir des hommes et des femmes très passionnés par le métier et qui ont envie de transmettre. D'accord. Et alors, pour terminer, je voulais juste savoir ce que vous pensiez des enjeux de la filière sur court et moyen terme, et quelles solutions vous aimeriez voir apparaître pour que la filière perdure, la filière soit complètement épanouie et au meilleur d'elle-même. Alors, quand on parle quand nous parlons de filière, nous parlons de cette filière un peu blé, farine, pain, tout à fait, oui. Mais peut-être d'autres produits céréaliers, parce que il y a en client des entreprises de meunerie, comme je le disais tout à l'heure, des clients qui ont des usines, des entreprises qui fabriquent des gâteaux, des fonds de tarte, tout ça, etc. Donc nous avons tous comme priorité absolue, nous avons deux priorités. Nous avons trois, je vais arrêter là. La première priorité, c'est bien entendu la qualité irréprochable des produits. Les produits céréaliers, quels qu'ils soient, et le pain, qui est un peu la tête des filles, doit être irréprochable en termes de qualité sanitaire et de qualité nutritionnelle. Donc ça veut dire qu'en amont, du champ de l'agriculteur en passant par l'OS jusqu'au meunier, tout ce process, un peu, quelle que soit la taille des entreprises, doit être d'une très grande qualité. Faire un produit irréprochable, très bon goût, et puis qui rassure, qui conforte le consommateur. En disant cela, je dis que nos entreprises, et tout à l'heure je détaillais ce qu'étaient les entreprises dans la meunerie, nos entreprises, quelle que soit leur taille, doivent cranter leur process de fabrication pour être totalement irréprochables. Et c'est pour cela que dans cette filière, tous les sujets qui tournent autour de la transition alimentaire, de la transition agricole, de la transition écologique, sont à prendre avec énormément de sérieux. C'est-à-dire élaborer des produits en étant beaucoup moins consommateurs de carbone fossile, et élaborer des produits en étant respectueux de la biodiversité. Je vais prendre un exemple tout bête. On parle beaucoup des insectes. Alors le sujet, c'est pas de savoir s'il y a de plus en plus ou de moins en moins de moustiques sur le pare-brise. Entre le 15 août et le 25 décembre, c'est sûr qu'il y en a moins au 25 décembre. Mais la biodiversité, les insectes, moi je suis pas un grand spécialiste, mais elle doit être préservée. Faut pas qu'il y en ait 20 fois plus qu'il y a 50 ans, mais il faut pas non plus qu'il y en ait 20 fois moins. Et donc nous devons avoir des pratiques agricoles, mais en même temps des pratiques
citoyenne, parce que souvent on va critiquer le secteur agricole, mais je veux dire, moi je suis maire d'une petite commune. Tous les ans, nous faisons un ramassage d'ordures sur les bords des routes et des chemins. Mais c'est un truc de dingue. Il y en a partout, des pneus, des bouteilles, du plastique, et vous n'imaginez pas ce qu'il peut y avoir. Donc il y a une vraie pratique citoyenne. L'utilisation excessive de certaines voitures dans certaines conditions, de certains transports dans certaines voitures. Vous voyez, nous avons tous des travaux à faire pour améliorer l'impact de la biodiversité. S'il y a moins d'insectes, c'est parce qu'il y a peut-être des conditions d'ambiance, que ce soit l'air, que ce soit la sururbanisation. C'est pas anormal qu'il y ait moins d'insectes en ville qu'à la campagne. Je veux dire, en ville, quelquefois c'est compliqué. Donc nous avons ce travail-là à faire. Donc cette filière, il faut qu'elle soit dans la transition, avec des indicateurs de progrès, transition agricole, écologique, comme je le disais tout à l'heure, qualitative. Donc, alors là, c'est pas une transition, c'est un vrai process alimentaire. Et puis c'est le troisième point dont je voulais parler, c'est qui donne envie d'attirer les jeunes. Et pour attirer, il y a tous ces métiers dont nous avons parlé tout à l'heure, mais il y a aussi alors la formation, le respect des gens au travail. Faut avoir envie de travailler dans une boîte. Et travailler dans une boîte, c'est être heureux en équipe, c'est partager les valeurs de l'entreprise, quelle que soit la taille, et c'est donner du sens au métier que l'on fait. Quand nous sommes dans des métiers de l'alimentaire, je dirais que le sens, il est tout trouvé. Et puis, il y a ce sujet qui est la sécurité au travail. Il ne faut pas arriver au travail en ayant un doute sur la sécurité. Alors, c'est le transport, mais c'est en même temps l'intérieur des usines, c'est en même temps le toucher de produits alimentaires ou de produits pas alimentaires. Enfin, il n'y a pas du tout de critique. Alors, bien au contraire, mais je pense que si on se projette un peu, cette espèce de triptyque... sécurité, qualité des produits et sens que l'on donne un peu avec cet écosystème un peu économique, écologique. Je crois que c'est ce qui doit nous animer sur les 20-30 ans à venir. En tout cas, c'est vraiment l'objectif de la filière. Et tout cela, in fine, doit rémunérer tous les acteurs de la filière. Les agriculteurs, les collecteurs, les transformateurs et bien entendu les autres, mais les meuniers en particulier. Ça ne doit pas être un au détriment des autres. Mais je pense que si nous réussissons ce pari, nous pouvons, vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des citoyens et des gouvernements, montrer que nous avons une vraie chaîne de valeur. Très bien. Espérons-le, et puis nous verrons ça. Jean-François, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis voilà. Voilà. Troisième question. Une question. Allez, vas-y. Bah oui, non, mais allez-y. Oula. Oui. Non, parce qu'en fait, c'est une précision que je voudrais avoir, même en tant que personne curieuse. En général, ce serait une meilleure question. Vous avez parlé de transmission et de transmission. Et je voulais savoir si l'AMF avait des actions concrètes, parce que pour dire en fait qu'est-ce que c'est un meunier, comme vous avez dit, citer les métiers. Pour ceux qui ne connaissent pas, même les meunières, on peut dire qu'en fait c'est accessible à tout le monde. Il y a des actions qui sont mises en place. Mais oui, c'est Flavien. Il y a des actions qui sont mises en place et du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, non mais c'est vraiment un bon point parce que alors il y a de la formation, il y a des écoles, donc ça s'adresse plutôt aux jeunes. Formation, ce qu'on appelle initiale ou en alternance, tantôt entreprise, tantôt à plein temps. Et se former, c'est bien, mais en même temps, cette notion de transmission, c'est un peu autre chose. La formation, je dirais que c'est montant. La transmission, c'est descendant. C'est-à-dire, j'ai 55, 60, 65 ans, 70 ans, je suis une femme ou un homme, j'ai un moulin, j'aimerais transmettre. Alors, je peux transmettre à mes enfants, je peux transmettre à un fonds de pension, je peux transmettre à je sais pas qui. Puis aussi, je peux transmettre à des gens qui ont envie de s'y intéresser. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que d'abord, pour celui qui veut reprendre quelque chose, il faut connaître l'écosystème. Faut savoir s'il y a des départs ou pas. Et dans le secteur agricole, ce sujet-là, il est un peu mieux appréhendé parce qu'on soucie de savoir s'il y a des jeunes qui vont s'installer agriculteurs ou pas. Dans les entreprises en général, et en tout cas dans la meunerie en particulier,
c'est plus compliqué. Alors, les sujets sont connus parce que à l'ANMF, on sait qui va arrêter quand, mais l'ANMF n'est pas une agence de transmission. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des infos. Et entre meuniers, il y a quand même des infos qui s'échangent. Mais c'est marrant parce que je suis à limite assez content de ne pas avoir forcément la réponse parce que je pense que c'est un bon sujet à traiter. Donc merci pour la question.